arrête de te traîner, Léa. On va être en retard. La voix de ma sœur Sophie claqua dans l'air chaud de ce samedi après-midi. À 18 ans, elle se croyait la reine du monde, et moi, du haut de mes 13 ans, j'étais juste une autre de ses sujettes. Elle nous avait emmenés, dans la vieille Peugeot cabossée de notre mère, de notre petite ville près de Lyon jusqu'à la gare Saint-Charles à Marseille. Une journée à la mer, disait-elle. Pour respirer l'air frais et voir le port. Je l'avais cru, parce qu'à 13 ans, on croit encore les gens qui ont l'air de savoir où ils vont. La gare était un chaos de marbre froid et d'échos assourdissants. Je portais un sweat à capuche gris, et mon petit sac à dos contenait un roman de poche, des écouteurs, une barre de céréales et 10 €. Sophie, elle, tenait son téléphone comme un miroir, vérifiant l'impeccable trait noir au-dessus de ses yeux. « Reste là », lança-t-elle en désignant un banc métallique glacial près des portes du quai. « Je vais nous chercher des boissons. Tu aimes toujours le chocolat froid, non ?» J'ai hoché la tête, un simple « oui » étouffé. Elle fit quelques pas, puis se retourna avec un sourire en coin. « On va voir comment tu te débrouilles pour retrouver ton chemin si jamais je me perds. Toi qui te vantes toujours d'être si indépendante. » Elle éclata de son propre rire strident. « C'est bon, j'ai marmonné. Je ne suis pas un bébé. » Elle a haussé les épaules et a disparu dans le flot de voyageurs. 10 minutes se sont écoulées, puis 20. Pas de chocolat froid. J'ai sorti mon téléphone. « T'es où ?» Pas de réponse. J'ai appelé. Une sonnerie, puis sa messagerie vocale. J'ai rappelé. Directement sur la messagerie. Je me suis dit que sa batterie était morte, ou qu'elle était coincée dans une file interminable. J'avais cette terrible habitude d'accorder aux gens le bénéfice du doute, même quand ils ne le méritaient pas. Une femme avec un long manteau beige s'est assise à 2 sièges de moi, m'offrant un sourire poli. Je lui ai rendu son sourire, comme si tout était sous contrôle, comme si j'attendais juste un train qui allait bientôt arriver. J'ai déballé ma barre de céréales et je l'ai cassée en deux, avec une propreté méticuleuse, comme si l'ordre pouvait réparer le désordre qui commençait à s'installer dans ma tête. 30 minutes se sont transformées en 1 heure. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. 4 mots. Tu es forte. Rentre seule. Rien d'autre. Pas d'émoticône, pas d'explication. Mon sang s'est glacé. J'ai tapé frénétiquement. C'est pas drôle. T'es où ? Je t'attends près du kiosque. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fixé l'écran. Rien. J'ai rappelé. J'ai écouté son annonce joyeuse jusqu'à ce que l'envie de fracasser le téléphone contre le sol me brûle les mains. Le guichetier portait un badge qui disait « Jean-Pierre. » « Je peux utiliser votre téléphone ?» j'ai demandé, ma voix tremblante. Il a fait glisser un vieux téléphone fixe gris sur le comptoir sans poser de questions. J'ai composé le numéro de Sophie. Messagerie. J'ai composé le numéro de ma mère. Boîte vocale pleine. Comme d'habitude. Jean-Pierre a levé un sourcil. Tu as besoin que quelqu'un vienne te chercher. Ça va aller, j'ai menti. Ma voix sonnait plus comme une supposition qu'une affirmation. De retour sur mon banc, j'ai fait l'inventaire. 10,47 €, une demi-barre de céréales, un ticket de bibliothèque et un élastique à cheveux. Rien de tout cela ne ressemblait à un plan de secours. J'observais les scènes qui se déroulaient autour de moi, un père qui refaisait le lacet de son fils, une grand-mère qui serrait sa petite fille dans ses bras, un couple qui se disputait à voix basse. Je n'étais pas invisible, j'étais simplement en arrière-plan, une figurante dans le film de la vie des autres. Les lumières de la gare se sont allumées, plus vives, alors que le ciel virait au bleu nuit. J'ai serré les cordons de mon sweat à capuche, puis je les ai desserrés. J'ai envoyé un dernier message à Sophie. Je suis toujours là. S'il te plaît, reviens. Je détestais taper ce « s'il te plaît ». Rien en retour. J'ai pensé à appeler la police. Puis j'ai imaginé le trajet de retour, la dispute qui m'attendrait, les regards de pitié. Je suis retourné voir Jean-Pierre. Il y a un endroit où je peux attendre à l'intérieur après la fermeture. Il a désigné une rangée de chaises en plastique près d'une grande baille vitrée. Il fait plus chaud là-bas. Ça ira. Je me suis installé. La vitre était froide contre ma manche. Dehors, un train de marchandises passait, ses wagons grinçant dans la nuit. J'ai réglé une alarme pour dans 30 minutes, me disant que lorsqu'elle sonnerait,
Sophie serait de retour, et que tout ça ne serait qu'une mauvaise blague, une histoire stupide dont on rirait plus tard. L'alarme a sonné. Rien n'avait changé. J'ai commencé à empiler les faits dans ma tête pour ne pas avoir à les ressentir. Sophie a plaisanté sur le fait de me laisser trouver mon chemin. Elle m'a dit de rentrer seule. Elle n'est pas revenue. Personne ne vient me chercher. J'ai fait le tour du hall. Je suis passé devant le kiosque à journaux, le café, une affiche pour des enfants disparus qui m'a serré la poitrine. Un agent de sécurité m'a fait un signe de tête et a continué sa ronde. J'ai acheté une bouteille d'eau à un distributeur. La machine a avalé une pièce et a laissé tomber la bouteille avec un bruit sourd. De retour sur ma chaise, j'ai essayé de lire, mais le même paragraphe se répétait sans cesse dans mon esprit. Un agent d'entretien m'a jeté un regard. « Ça va, gamine ? » « Je vais bien », j'ai répondu trop vite. « Quelqu'un vient te chercher ? » « Oui, d'une minute à l'autre, j'ai menti. » Il a hoché la tête, sceptique, et a continué à pousser son chariot. Le froid s'est vraiment installé vers 22 heures. J'ai rentré mes mains dans mes manches et j'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Je ne pleurais pas. J'y ai pensé, mais c'était comme penser à un médicament au goût horrible. La batterie de mon téléphone a atteint 20%. J'ai baissé la luminosité de l'écran. Un dernier texto. Je suis près de la fenêtre. Reviens, s'il te plaît. J'ai posé le téléphone face contre terre pour ne pas avoir à regarder l'écran silencieux. De l'autre côté du hall, quelqu'un a ri. L'horloge au-dessus des quais faisait un tic-tac assez fort pour être entendu. J'ai commencé à compter les trains au lieu des minutes. Le matin suivant, je me sentais plus lourde que la veille. Mon sweat ne suffisait plus contre le froid mordant qui s'infiltrait par les portes automatiques. Je me suis aspergé le visage d'eau glacée dans les toilettes. Le miroir m'a renvoyé l'image d'une fille aux yeux gonflés et aux cheveux emmêlés. J'avais l'air d'avoir pris un an en une seule nuit. J'ai resserré ma capuche et je suis sorti. L'air frais de Marseille me piquait les joues. Les gens se dépêchaient, des tasses de café à la main, des mallettes à la main. Le monde continuait de tourner, comme si mon absence n'avait aucune importance. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de réfléchir. Rentrer à la maison signifiait affronter Sophie, et peut-être ma mère si elle était assez sobre pour me remarquer. Rentrer à la maison signifiait redevenir la cible de ses moqueries. Les mots de son texto tournaient en boucle dans ma tête. Tu es forte. Rentre seule. Un entraînement à quoi ? À être abandonnée ? À savoir que personne ne se soucie de toi ? Cette pensée s'est logée dans ma poitrine comme une pierre. Quelques heures plus tard, la faim est revenue, plus forte. J'ai utilisé 2 € pour acheter une autre bouteille d'eau et un paquet de biscuits dans une supérette. Le caissier m'a regardé longuement, comme s'il voulait me demander où étaient mes parents, mais il n'a rien dit. Il a juste pris mon argent. Je me suis assise sur le trottoir, dehors, et j'ai mangé lentement, regardant les voitures passer. Chacune d'elles semblait aller quelque part de plus important que là où j'étais. Le soir tombant, je ne savais pas où aller. La ville devenait plus bruyante, plus menaçante. J'ai marché, bloc après bloc, jusqu'à ce que les lumières d'un petit restaurant ouvert 24h24 attirent mon attention. À l'intérieur, les gens riaient devant des assiettes de frites et des tasses de café. Je n'ai pas osé m'asseoir, mais je me suis glissé dans les toilettes quand personne ne regardait. Je me suis enfermé dans une cabine. La lunette des toilettes était mon lit pour la nuit. J'ai serré mon sac à dos contre ma poitrine et j'ai essayé de me faire toute petite. Chaque grincement de la porte faisait sursauter mon cœur. Je n'ai pas pu dormir. Quand le matin est enfin arrivé, j'avais mal partout. Je me suis lavé le visage au lavabo, essayant d'avoir l'air moins perdu que je ne l'étais. Je suis ressorti. L'odeur de graisse du restaurant s'accrochait à moi. Je me suis assise sur le trottoir, la tête lourde, les lèvres sèches. C'est là que j'ai remarqué une femme s'arrêter devant moi. Elle avait des yeux doux, une écharpe violette et des cheveux gris attachés en un chignon soigné. Elle a baissé les yeux et a demandé « Ça va, ma chérie ?» J'ai figé. Mon premier instinct a été de mentir, de dire oui. Mais le mot est resté coincé dans ma gorge. Ma voix s'est brisée. J'ai perdu ma famille. Elle s'est assise à côté de moi sur le trottoir, sans aucune hésitation. « Comment tu t'appelles » a-t-elle demandé doucement. « Chloé » j'ai dit rapidement. Je ne voulais plus être Léa.
Léa était la fille que Sophie avait abandonnée. Chloé était plus en sécurité, même si elle n'était pas réelle. Elle a hoché la tête. Je m'appelle Martine. Elle a sorti un sandwich emballé de son sac. Tiens. Tu en as plus besoin que moi. Mes mains tremblaient en le prenant. J'ai murmuré un merci et je l'ai déballé. L'odeur seule me faisait saliver. Elle est restée assise pendant que je mangeais. Je connais un endroit où les enfants comme toi peuvent dormir en sécurité. On te donnera à manger. C'est la police, j'ai demandé, paniqué. Non, un foyer géré par une église. Des bénévoles. Ils ne posent pas beaucoup de questions. Elle a fouillé dans son sac et m'a mis un billet de 20 € froissé dans la main. Il y a un bus pour Valmont. Demande au chauffeur de te déposer avenue de la Paix. Le foyer de l'église est là-bas. J'ai fixé le billet. Pourquoi m'aidez-vous? Elle a souri faiblement. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a aidé quand j'étais jeune et effrayé. Tu comprendras un jour. Avant que je puisse répondre, elle m'a serré l'épaule, s'est levée et a disparu dans la foule. Le billet de 20 € m'a acheté un ticket de bus, un chocolat chaud à un distributeur, et la plus petite lueur d'espoir que j'avais ressentie depuis des jours. Assise près de la fenêtre, je regardais Marseille défiler, la gare disparaissant derrière moi. Le bus a grondé sur la route, chaque secousse se répercutant à travers le siège en métal. Valmont n'était pas grand-chose. Des rangées de devantures en briques, une épicerie défraîchie et un café qui semblait figé dans les années 70. Le bus s'est arrêté avenue de la Paix, exactement là où Martine l'avait dit. De l'autre côté de la rue, une église en briques se dressait, avec une pancarte peinte à la main qui disait « Repas du soir à 18 h. Bienvenue à tous. » Je suis entré lentement. L'air sentait la soupe et l'eau de Javel. Une femme à l'accueil m'a jeté un rapide coup d'œil. « Non » a-t-elle demandé. « Chloé » j'ai dit sans hésiter. Le mensonge venait plus facilement la deuxième fois. Elle a griffonné sur un presse-papier. « Très bien, Chloé. On va te trouver une assiette et un lit. Le dortoir des filles est au bout du couloir. » Personne n'a demandé où étaient mes parents, exactement comme Martine l'avait promis. Le dîner était une soupe de légumes et du pain, mais c'était chaud et ça m'a rempli l'estomac. Le dortoir avait des rangées de lits superposés en métal, des matelas fins et une odeur de linge humide. Pourtant, quand je me suis allongé, mon sac à dos sous la tête, c'était le premier vrai lit que j'avais depuis la gare. J'ai fermé les yeux et je me suis dit que Léa était partie. Chloé restait. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris le rythme du foyer. Petit déjeuner à 7 h, corvée à 9 h. Je suis resté dans mon coin, ne parlant que lorsqu'on me le demandait, et j'ai toujours utilisé le nom de Chloé. Le nom a si bien collé que j'ai presque oublié l'autre. Presque. Un soir, j'ai revu Martine. Elle est entrée avec une pile de couvertures données. Quand elle m'a repéré, elle a souri. « Comment tu tiens le coup, Chloé ?»« Bien » j'ai dit. Ma voix semblait plus stable que je ne le sentais. Elle s'est assise en face de moi. « Tu me rappelles moi-même à ton âge. Plus forte que tu ne le penses. Ne gâche pas ça. » Le foyer m'a aidé à m'inscrire au collège local. Le premier jour, j'ai écrit « Chloé Morin » en haut du formulaire sans hésiter. Morin venait d'un panneau de rue que j'avais vu pendant le trajet en bus. Ça semblait assez ordinaire pour passer inaperçu. Les professeurs m'appelaient Chloé. Les élèves m'appelaient Chloé. Je répondais à chaque fois. Pourtant, les nuits étaient les plus difficiles. Les autres filles chuchotaient à propos de leur famille. Je ne me suis jamais jointe à elles. Je fixais le plafond, répétant la même pensée. Personne ne revenait. C'était un soulagement et une blessure à la fois. À la fin de l'année, les services sociaux m'ont placé dans une famille d'accueil, les Martins. Ils vivaient dans une petite maison avec un porche qui s'affaissait. Ils faisaient ça pour l'argent, mais ils n'étaient pas cruels. Le dîner était sur la table tous les soirs. Les règles étaient claires, de bonnes notes, respecter le couvre-feu. Pour moi, c'était suffisant. À l'école, je faisais profil bas. Je me suis dit que si je ne faisais pas de vagues, personne ne remarquerait les trous dans mon histoire. Pourtant, les professeurs ont remarqué. Ils ont remarqué que je suivais les instructions, que je faisais mes devoirs à temps et que je ne causais jamais de problème. C'est ce qui m'a valu une place dans la classe de défense et de sécurité globale de l'école,
un partenariat avec la base militaire voisine. Au début, je pensais que c'était juste une autre façon pour les adultes de commander les enfants. Mais quelque chose dans l'uniforme, un simple treillis, a eu un effet différent. Pour la première fois, tout le monde se ressemblait. Mon passé n'avait plus autant d'importance. L'instructeur, le sergent Dubois, avait le genre de voix qui vous faisait redresser le dos sans réfléchir. Il nous aboyait dessus à propos du respect, de la discipline et du travail d'équipe. Curieusement, j'ai aimé ça. Les ordres étaient clairs, les conséquences étaient prévisibles. Contrairement à la maison, rien ne dépendait de l'humeur de quelqu'un. « Bon travail, Morin », a-t-il dit un jour après que j'ai réussi une séquence d'exercice. Le son de « Morin » a résonné dans ma poitrine. Il ne savait pas que ce n'était pas réel, mais peut-être que ça n'avait pas d'importance. Peut-être que c'était réel maintenant. Ce soir-là, j'ai préparé mon uniforme pour le lundi. Impeccable et prêt. Les plis étaient nets. Les chaussures brillaient assez pour voir mon reflet. J'ai regardé ce reflet et j'ai pensé, peut-être que je pourrais faire plus que survivre. Peut-être que je pourrais servir. Peut-être que je pourrais compter d'une manière que Sophie n'aurait jamais imaginée. La première fois que je me suis mise en rang pour l'inspection, le poids de l'uniforme semblait plus lourd que le tissu lui-même. Le col rêche me grattait le cou, le pantalon rigide me démangeait, mais je ne me suis pas plainte. Les autres cadets s'agitaient, ajustant leur ceinture ou lissant leur chemise. J'ai gardé les bras le long du corps et le menton haut, exactement comme le sergent Dubois nous l'avait appris. Quand il est passé devant moi, il s'est arrêté, a ajusté le bord de ma manche et a marmonné, « Bonne attention aux détails, Morin ». C'est tout ce qu'il a dit, mais ça m'est resté. La famille d'accueil où je vivais, les Martins, assurait le strict nécessaire. Il n'était pas chaleureux, mais il n'était pas cruel non plus, et ça comptait comme une victoire. Je savais que le système pouvait être bien pire. Les jours d'école se sont fondus dans un rythme, réveil à 6 heures, bus, maths, histoire, français, puis la classe de défense. Je n'avais pas d'amis proches. Je n'étais pas faite pour les soirées pyjama ou les virées au centre commercial. Mais j'avais une section, et c'était différent. En formation, personne ne se souciait de savoir si vos parents se présentaient aux réunions ou si votre adresse changeait constamment. Tout ce qui comptait, c'était de savoir si vous pouviez marcher au pas et garder votre uniforme impeccable. J'ai vite appris que la routine militaire fonctionnait comme une armure. Plus j'avais l'air impeccable, moins les gens posaient de questions. Un après-midi, Dubois m'a prise à part. « Tu as déjà pensé au service ?» a-t-il demandé. Le service, j'ai répété. L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air. Les jeunes comme toi s'en sortent bien quand ils ont déjà appris la discipline. Tu as ça. Personne ne m'avait jamais dit que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Je n'ai que 14 ans, j'ai dit. Ouais. Eh bien, 14 ans, ça devient 18 ans plus vite que tu ne le penses. Garde de bonnes notes. Continue de venir. Tu auras des options. Des options. Ce mot ressemblait à de l'oxygène. Pendant la plus grande partie de ma vie, les choix appartenaient aux autres. Sophie avait choisi de m'abandonner. Ma mère avait choisi de ne pas répondre. Les familles d'accueil choisissaient si je restais. Mais si je restais sur cette voie, peut-être que je pourrais choisir quelque chose pour moi-même. Pourtant, tout n'était pas un progrès constant. Certaines nuits, les murs du foyer d'accueil semblaient trop proches. Je restais dans mon coin, dormant toujours avec mon sac à dos à côté du lit. Je ne faisais pas confiance au tiroir. Je ne faisais pas confiance à la permanence. À l'école, un des cadets, un garçon nommé Théo, a essayé de me poser des questions sur ma famille une fois. « Alors, Morin, tu as des frères ou des sœurs ?» « Non », j'ai répondu sèchement. « Juste moi. » Il a semblé vouloir insister, mais je l'ai coupé avec un regard. Après ça, personne n'a plus posé de questions. Mes murs sont restés en place, et ça me convenait parfaitement. Quand j'ai eu 15 ans, Dubois m'a donné une brochure pour l'armée de terre. C'est exigeant, a-t-il dit, pas pour tout le monde. Mais pour certains jeunes, c'est ce qui les forge. Ce soir-là, j'ai lu la brochure sous la couverture avec une lampe de poche. Les images de recrues rampant dans la boue, grimpant à des cordes, se tenant en formation sous le soleil. Tout cela semblait impossible et parfait à la fois. Je voulais cette ténacité.
Je voulais être méconnaissable par rapport à la fille qui s'était assise, affamée, dans une gare. Pourtant, j'avais encore 3 ans. En attendant, j'ai redoublé d'efforts. Dubois l'a remarqué. Morin, tu as de la motivation. Ne la gâche pas en traînant avec des jeunes qui s'en fichent. Je ne traîne pas, mon sergent, j'ai répondu, très sérieuse. Il a ri. Bonne réponse. Au moment où j'ai eu 16 ans, les placements en famille d'accueil avaient changé 2 fois, mais ma routine non. J'avais toujours mon uniforme, ma section et mes exercices. Quand Dubois m'a recommandé pour un camp de leadership d'été sur une base voisine, j'ai sauté sur l'occasion. La semaine a été un tourbillon de levers matinaux, de longues courses, de pompes dans la terre et d'exercices sans fin. Mes muscles criaient, mes poumons brûlaient, mais je n'ai pas abandonné. Lors de la cérémonie de clôture, alors que je traversais le terrain, j'ai vu Dubois hocher la tête une fois depuis les gradins. Juste un signe de tête, mais c'était comme une médaille. Cet été a tout scellé. Je ne survivais plus seulement. Je me préparais. Je me préparais à une vie où je n'attendrais personne d'autre pour revenir. Et si cette famille venait avec des ordres, de la discipline et des sacrifices, alors tant mieux. C'étaient des choses que je pouvais comprendre. Quand l'école a repris, j'ai rempli un formulaire au centre de recrutement. Je n'étais pas assez âgé pour signer, mais j'ai quand même écrit mon nom, Chloé Morin. Il avait l'air stable à l'encre noire, comme s'il était à sa place. Le bureau du recruteur sentait le café qui avait trop longtemps attendu sur une plaque chauffante. Des affiches de soldats en camouflage désertique étaient accrochées au mur, leur visage dur et sérieux. Je me suis tenu devant le bureau pendant que le sergent-chef Garnier examinait mes papiers. « Vous avez 17 ans », a-t-il dit, plus une constatation qu'une question. « Bientôt 18, » j'ai répondu. « Mon anniversaire est dans 3 mois. » Il m'a regardé longuement, comme s'il mesurait plus que mon âge. « La plupart des jeunes de votre âge sont ici parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Vous ne me semblez pas de ce type. Pourquoi l'armée ? » La réponse est sortie avant que je n'y réfléchisse. Parce que c'est le plus difficile. Je ne veux pas de facilité. Il a hoché la tête, comme si j'avais passé un test. Nous aurons besoin du consentement parental si vous voulez commencer les formalités. Sinon, attendez votre anniversaire. Le consentement n'est pas une option, j'ai dit sèchement. L'anniversaire, c'est bien. Garnier n'a pas insisté. Revenez quand vous serez prête à signer. Dans les semaines qui ont précédé mon anniversaire, j'ai doublé mes entraînements. Pompe chaque matin, course après l'école. Dubois m'a surprise un après-midi au gymnase, ma chemise trempée de sueur. « Vous vous entraînez dur », a-t-il dit. « Je dois le faire. » Il s'est accroupi. « Écoutez, Morin. Les classes vont vous briser. C'est le but. Mais si vous y allez en pensant que vous n'avez plus rien à perdre, vous y arriverez. » Le jour de mes 18 ans, je suis retourné au bureau de Garnier. J'ai signé les papiers. Il m'a serré la main, ferme et solide. Bienvenue dans l'armée, Morin. Vous partez pour le centre de formation initiale dans 6 semaines. 6 semaines. C'était tout le temps qu'il me restait de cette vie. Le jour où je l'ai dit aux Martins, ils n'ont pas beaucoup réagi. Monsieur Martin a juste hoché la tête, marmonnant quelque chose sur la paix régulière et la discipline. Madame Martin m'a fait un demi-sourire. Au moins, vous aurez une structure. Le départ n'était pas comme dans les films. Pas de parents en larmes. Juste moi dans un bus en direction du sud, mon sac de sport sur les genoux, le cœur battant à tout rompre. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le paysage défiler. Chaque kilomètre me donnait l'impression d'effacer un peu plus Léa, la remplaçant par la soldate que je m'étais juré de devenir. Le centre de formation n'attendait pas les bras ouverts. Dès que nous sommes descendus du bus, les instructeurs nous ont hurlé dessus. L'air était rempli de cris, d'ordres, d'insultes. Chaque erreur signifiait des pompes dans le gravier, courir jusqu'à ce que vos poumons supplient pitié. La première semaine a été un enfer. Le sommeil venait par bribes. Mes mains étaient couvertes d'ampoules. Mes jambes brûlaient. Ma voix est devenue rauque à force de crier « Oui, mon sergent ». Des jeunes autour de moi ont craqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai serré la mâchoire et je me suis dit, tu as déjà vécu pire. Je me suis souvenu des nuits sur des bancs, des matins dans les foyers d'inconnus. Comparé à cela,
un instructeur qui me criait dessus était presque facile. Au moins ici, les règles avaient un sens. Pourtant, il y a eu des moments qui m'ont mis à l'épreuve. L'exercice de la chambre à gaz, le parcours d'obstacles quand j'ai glissé et que mes côtes me faisaient mal à chaque respiration. Abandonner n'était pas une option. Chaque fois que je voulais m'effondrer, j'imaginais Sophie riant alors qu'elle s'éloignait de moi à cette gare. Ce souvenir brûlait plus fort que n'importe quelle douleur. Au bout du 3e mois, j'avais des callosités sur les mains, des muscles sur les épaules et une colonne vertébrale qui ressemblait à de l'acier. Le jour de la remise des diplômes, debout en formation avec le béret vissé sur la tête, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une fierté qui ne dépendait de personne d'autre. Je n'étais plus l'enfant oublié. J'étais une soldate. Quand ils nous ont congédiés, je n'avais pas de famille dans les tribunes. Mais je ne me sentais pas vide. Les autres soldats m'ont tapé dans le dos, souriant, épuisé. Nous étions une famille maintenant, construite non pas par le sang, mais par la sueur, la terre et la promesse qu'aucun de nous ne laisserait l'autre derrière. Cette nuit-là, je me suis assise sur ma couchette, l'uniforme soigneusement plié. Ce n'était pas de la chance. C'était quelque chose que j'avais gagné. Quoi qu'il arrive ensuite, déploiement, danger, perte, j'y ferai face en tant que soldate de première classe Chloé Morin. La chaleur en Afghanistan n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu. Elle vous oppressait, s'infiltrant dans vos os, donnant même à l'air un goût de sable. La première patrouille de notre section, c'était comme marcher sur un four avec 40 kilos sur le dos. La sueur coulait sur mon visage, trempant mon gilet pare-balles. Mais je ne l'ai pas laissé me ralentir. Là-bas, l'hésitation pouvait vous faire tuer. La mission était routinière, sur le papier. Mais la routine dans une zone de combat signifiait qu'un faux pas pouvait transformer la terre sous vos pieds en éclats d'obus. Le premier accrochage est arrivé plus vite que prévu. Nous traversions le lit d'une rivière asséchée quand des coups de feu ont retenti. Le son a déchiré l'air. L'instinct a pris le dessus. Je me suis laissé tomber derrière un rocher, le fusil serré contre mon épaule, le cœur battant à tout rompre. L'adjudant Mercier a crié des ordres et nous avons riposté. L'air s'est rempli de poussière, de fumée et de l'odeur âcre de la cordite. Le monde s'est réduit à l'espace devant mon viseur. Peu importait que mes mains tremblent. Tout ce qui comptait, c'était que les soldats à ma gauche et à ma droite restent en vie. Nous les avons repoussés ce jour-là, mais non sans perte. Le soldat de première classe Leroux, 19 ans, a reçu une balle dans la poitrine. Il était parti avant même que l'hélicoptère d'évacuation ne décolle. Cette nuit-là, assise à l'avant-poste sous un ciel parsemé d'étoiles, le poids de tout cela m'a frappé. Leroux avait plaisanté sur la cuisine de sa mère ce matin-là, et au coucher du soleil, il était un sac mortuaire. J'ai pensé à toutes les nuits où je m'étais juré de ne jamais m'attacher. Pourtant, j'étais là, pleurant quelqu'un que je ne connaissais que depuis quelques mois. La guerre ne vous donnait pas le luxe d'avoir des murs. Elle les abattait. Les jours se sont confondus après ça. Patrouille, embuscade, heures interminables à scruter les toits. J'ai arrêté de compter les jours. Survivre signifiait se concentrer sur le prochain pas, la prochaine respiration. Un mois plus tard, le danger a frappé fort. Nous étions en train de nettoyer un complexe quand l'explosion s'est produite. Un engin explosif improvisé a ravagé l'avant du bâtiment. Le son était comme si le ciel se déchirait. Le caporal Fournier n'a pas survécu. Il n'était qu'à quelques mètres devant moi. Une seconde, il donnait des signaux de la main. La suivante, il n'était plus là. Mes mains tremblaient alors que je traînais un autre soldat hors des débris. Cette nuit-là, je ne pouvais pas fermer les yeux sans revoir la scène. Je suis resté éveillé, me disant que si je pouvais survivre à ça, je pouvais survivre à n'importe quoi. La guerre a tout mis à nu. On apprend ce qui compte et ce qui ne compte pas. La vanité, les excuses, les rancunes, rien de tout cela n'avait sa place. Nous n'étions plus des individus. Nous étions une machine faite de chair et de volonté. Des mois ont passé comme ça. Peur, perte, adrénaline, épuisement. Quand notre mission s'est terminée, nous sommes montés dans l'avion pour rentrer avec moins de personnes que nous n'en avions laissé. Les sièges vides parlaient plus fort que n'importe quel mot. Je me suis assise avec mon casque sur les genoux, pensant à Leroux, à Fournier et aux autres. Leurs noms se sont gravés en moi, permanents et lourds. Mais sous ce poids, il y avait autre chose, une certitude. Je n'étais plus la fille abandonnée dans une gare. J'étais là,
vivante, après des mois de chaos qui auraient dû me briser. Et même si la guerre a laissé des cicatrices sur mon corps, sur mon esprit, sur mon cœur, je savais une chose avec une clarté absolue, je ne serais plus jamais la même, et je ne voulais pas l'être. J'avais affronté le feu, la perte et la survie, et j'étais toujours debout. La première fois que mes bottes ont touché le sol français après mon déploiement, l'air semblait étrange, plus léger, presque fragile. Le terminal bourdonnait de familles, d'enfants tenant des pancartes faites à la main. Je suis descendu de l'avion avec le reste de mon unité. Personne dans la foule ne m'attendait. Ce n'était pas de la solitude que je ressentais, c'était de la clarté. Mon peuple était déjà avec moi, les soldats qui marchaient à côté de moi. Ce lien signifiait plus que n'importe quel défilé. La transition n'a cependant pas été simple. Le calme de la vie civile semblait trop calme. Les sirènes la nuit me faisaient tendre le corps. Les feux d'artifice me faisaient instinctivement chercher un abri. En attendant, je me suis de nouveau appuyé sur la routine. J'ai rejoint la réserve opérationnelle peu de temps après. Cela me maintenait proche du service, proche de l'uniforme. En même temps, je me suis inscrite à l'université à Aix-en-Provence. Les aides à la reconversion couvraient les frais. Entrer dans une salle de classe avec un sac à dos au lieu d'un fusil, c'était comme entrer dans un univers parallèle. Les autres étudiants s'inquiétaient des examens, des stages. Je m'inquiétais de savoir si je pouvais m'asseoir le dos à la porte sans me mettre à transpirer. En dehors des cours et des week-ends de la réserve, je prenais des services dans une petite librairie. L'endroit sentait le vieux papier et le café. Mon patron, Monsieur Lefebvre, était un professeur à la retraite. Il ne posait pas de questions. Il se souciait de savoir si j'arrivais à l'heure et si je gardais les étagères bien rangées. La librairie est devenue ma version de la paix. Pourtant, il y avait des nuits où le sommeil refusait de venir. Je m'asseyais à ma table de cuisine, les manuels scolaires étalés, mais mon esprit rejouait des fusillades. Le son du rire de l'euro. Les signaux de la main de Fournier. C'était toujours là. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, la liberté dans les petites choses. Je pouvais choisir quoi manger, décider de veiller tard. Les choix étaient les miens. Lentement, les pièces d'une nouvelle vie se sont assemblées. Des livres sur mes étagères, des notes de cours bien rangées, un chèque de paie qui couvrait le loyer. Ce n'était pas glamour, mais c'était solide. Et après des années de chaos, le solide ressemblait à de l'or. Un après-midi, j'étais assise derrière la caisse de la librairie. Un client s'est approché, et pendant un instant, j'ai réalisé le chemin parcouru. Je ne me cachais pas dans une gare. Je ne marchais pas dans la poussière. J'étais là, stable. Ce n'était pas parfait, mais chaque pas en avant était le mien. Cette nuit-là, en fermant la librairie, mon reflet dans la vitre montrait quelqu'un que je reconnaissais, mais aussi quelqu'un que j'avais durement combattu pour devenir. Chloé Morin. Étudiante, travailleuse, soldate, survivante. La fille qui n'avait rien autrefois avait maintenant un chemin. Pas un chemin facile, mais un chemin qu'elle avait choisi. Et alors que je marchais dans la rue calme, j'ai ressenti quelque chose de rare, un calme si solide qu'il m'a presque surprise. L'enveloppe était coincée entre une facture et une publicité. Mais l'écriture m'a arrêté net. Penchée, trop familière. Ma poitrine s'est serrée avant même que je lise l'adresse de l'expéditeur. Sophie. 10 ans de silence, et la voilà, à l'encre noire. Je suis resté dans ma cuisine, tenant le papier, tremblant légèrement. Une partie de moi voulait la jeter directement à la poubelle. Mais une autre partie, la même qui rejouait encore ce jour à la gare, avait besoin de savoir. Quand je l'ai finalement ouverte, la lettre sentait légèrement la lavande. Elle commençait simplement. Chloé. Elle écrivait qu'elle m'avait trouvé en ligne, qu'elle cherchait depuis des années. Elle disait qu'elle le regrettait, qu'elle appelait ça une « erreur », commise dans un moment de « mauvais jugement ». Une erreur ? J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru que mes dents allaient se casser. On n'abandonne pas accidentellement sa sœur. Elle écrivait que je lui manquais, qu'elle voulait renouer le contact. Le mot m'a retourné l'estomac, comme si nous étions juste de vieilles amies qui s'étaient perdues de vue. J'ai laissé tomber la lettre. Mon pouce est accéléré alors que la colère m'envahissait, plus chaude que n'importe quel soleil du désert. Pendant des années, j'avais bâti ma vie à partir de rien. Chaque réussite, chaque survie, avait été la mienne. Et maintenant,
elle voulait revenir, comme si c'était aussi simple que ça. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et je l'ai claquée dans un tiroir. Mais l'oubli n'était pas mon point fort. Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit, les mots de la lettre rampant dans mon cerveau. Erreur. Renouer. Le lendemain à la librairie, j'étais plus sèche que d'habitude. Mes mots me suivaient partout. En classe, alors que je nettoyais mon fusil à la réserve, j'ai pensé à la façon dont elle m'avait un jour promis de ne jamais laisser personne me faire du mal, puis elle était devenue la première personne à le faire. Après une semaine de nuit blanche, j'ai ressorti la lettre. Je l'ai relue, cherchant quelque chose de réel. Je n'ai trouvé que du vague. Elle voulait le pardon sans confession, la clôture sans honnêteté. J'ai pensé à la fille qu'elle avait laissée, affamée et terrifiée. J'ai pensé à Leroux et Fournier, qui n'auraient jamais une autre chance. Et puis j'ai pensé à moi. Plus j'y pensais, plus c'était clair. Il ne s'agissait pas pour elle de renouer le contact. Il s'agissait pour elle d'apaiser sa conscience. Un soir, Mercier, maintenant un civil mais toujours quelqu'un en qui j'avais confiance, a appelé. Je lui ai dit. Pas tous les détails, mais assez. Il n'a pas offert de sympathie. Il a été direct. Tu ne dois rien à personne, Morin. Ni à ta famille, ni à ton sang. Tu ne lui dois rien. Ces mots n'ont pas effacé le trouble, mais ils m'ont ancré. Quand j'ai finalement glissé la lettre dans un dossier avec d'autres vieux documents, mes mains étaient stables. Je savais où elles devaient être. Pas dans mon cœur, pas dans mon présent, mais enfermée avec les archives des choses qui avaient autrefois essayé de me définir. La sonnerie m'a réveillé à 2 heures du matin. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Le même nom, encore et encore. Sophie. 37 appels manqués. Comme si elle frappait au mur de ma vie. Je l'ai laissé sonner. Allongé dans le noir, j'entendais mon propre pouls. Elle avait mon numéro. Cela signifiait qu'elle n'allait pas s'arrêter. Le sommeil était parti. Comment m'avait-elle trouvé? Pourquoi maintenant? Le matin, les appels avaient cessé, mais la boule dans mon estomac était restée. Mon téléphone était posé face contre terre sur mon bureau, silencieux mais lourd. Ce soir-là, contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la messagerie vocale. Il y avait 3 messages. Sa voix a rempli la pièce. Plus âgée, mais reconnaissable. Chloé, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je dois te parler. C'est important. Le suivant était plus frénétique. Chloé, je t'en supplie, je peux expliquer. Décroche. Le troisième était plus calme, presque brisé. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te laisser. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai juste besoin que tu saches la vérité. Je suis restée assise, fixant le téléphone. La vérité. Ce mot encore. Quelle vérité pouvait bien avoir de l'importance maintenant? 10 ans de silence. J'ai posé le téléphone brutalement et j'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Quand je me suis finalement effondré sur mon lit, je savais que je devais faire un choix. Soit laisser sa voix me hanter, soit y faire face. Le lendemain matin, j'ai fixé son numéro. Mon pouce a hésité au-dessus de « bloqué ». Ce serait facile. Une pression et elle disparaîtrait. Mais j'avais besoin d'entendre ce qu'elle pensait avoir à dire. Pas pour elle. Pour moi. Un soir, Mercier a de nouveau appelé. Je lui ai parlé des appels, des messages vocaux. Il n'a pas hésité. Elle te manipule. Ne la laisse pas faire. Tu sais déjà qui tu es. Tu n'as pas besoin de sa validation. Il avait raison. Mais pourtant. Cette nuit-là, j'ai réécouté le dernier message, la façon dont sa voix se brisait. Ce n'était pas du pardon que je ressentais. C'était une curiosité froide, mêlée à la colère que je portais depuis une décennie. Les appels ont cessé, mais le silence semblait plus lourd que le bruit, comme si elle attendait. Et alors que j'étais assise à ma table, fixant le téléphone, j'ai réalisé que je n'avais plus peur d'elle. J'étais en colère, j'étais marqué, mais la peur s'était éteinte il y a longtemps. Ce que j'avais maintenant, c'était le choix. Et c'était plus puissant que tout ce qu'elle pouvait me prendre. Je l'ai finalement appelée un dimanche matin. Quand sa voix a répondu, tremblante,
les années qui nous séparaient se sont effondrées. Chloé, a-t-elle soufflé. C'est moi, j'ai dit sèchement. Mon ton ne portait aucune chaleur. Tu as 5 minutes. Un silence, puis elle a lâché, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu, ma voix a coupé net. Tu m'as laissé dans une gare comme un bagage. Ce n'était pas un accident. Elle a eu un hoquet. Ça ne devait pas se passer comme ça. J'étais jeune, stupide. Je pensais faire une blague, te faire un peu peur. Mais ensuite, j'ai continué à marcher. J'ai paniqué. J'avais peur que maman et papa découvrent tout, alors j'ai menti. J'ai dit que tu t'étais enfui. Ces mots n'ont fait que m'écorcher les nerfs. Alors, terrifier ta petite sœur était drôle? Et quand ça s'est retourné contre toi, tu t'es sorti d'affaire en mentant. C'est ça, ta vérité? Non, a-t-elle dit. C'est le début. Après ta disparition, j'ai essayé de te retrouver. Je le jure. J'ai mis des affiches. J'ai supplié la police, mais ils ont dit que les enfants fuguaient tout le temps. Que tu ne voulais probablement pas être retrouvé. Et maman elle les a crus. Elle a dit que si tu voulais revenir, tu le ferais. Sa voix s'est de nouveau brisée. J'ai vécu avec cette culpabilité tous les jours. Chaque anniversaire, chaque Noël. La cuisine autour de moi s'est brouillée. Ma main a serré le téléphone. Une partie de moi voulait la croire. Mais une autre partie, celle forgée dans les foyers d'accueil, au camp d'entraînement, dans les déserts où les balles sifflaient, savait que les excuses ne reconstruisaient pas les ponts brûlés. Tu ne peux pas présenter ça comme une culpabilité qui te ronge, j'ai lâché. C'est moi qui ai été laissé sur ce banc. C'est moi qui ai dû me battre pour chaque repas. Toi, tu es rentré chez toi. Ne me dis pas que tu as souffert de la même manière. Je sais, a-t-elle murmuré. Mais je n'ai jamais cessé de savoir que c'était de ma faute. Sa voix s'est brisée en sanglots. Le son m'a tordu la poitrine, mais j'ai refusé de le laisser me plier. On ne gagne pas de points en se sentant mal, j'ai dit froidement. Tu ne peux pas effacer 10 ans avec quelques messages vocaux. Je ne veux pas l'effacer, a-t-elle plaidé. Je veux juste une chance de te voir, de te parler en personne. Elle était toujours ma sœur, même si elle n'était que le fantôme de celle que je connaissais. J'aurais pu raccrocher. Mais une partie de moi, la soldate qui affrontait la peur de front, ne me laissait pas partir sans la regarder dans les yeux. Finalement, j'ai dit, tu as une chance. Une seule. Et tu as intérêt à ce qu'elle en vaille la peine. Elle a eu un hoquet de soulagement. Merci. Merci, Chloé. Tu ne le regretteras pas, j'ai mis fin à l'appel sans répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse. De résolution. Parce que je savais que je ne marchais pas vers le pardon. Je marchais vers un règlement de compte. Le petit café sentait le café brûlé. Je l'ai choisi délibérément. Terrain neutre, public. Je suis arrivé en avance. Quand elle est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. La femme qui a franchi cette porte semblait plus petite. Ses cheveux étaient striés de gris. Ses yeux ont balayé la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur moi. Elle s'est figée. Chloé, a-t-elle soufflé? Je n'ai pas souri. J'ai juste fait un geste vers la chaise. Assieds-toi. Elle s'est glissée sur le siège. Enfin, elle a murmuré, tu as l'air forte. Je le suis, j'ai dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai imaginé ce moment, arrête, ma voix a coupé. Pas de discours. Pas de théâtre. Je suis là pour l'honnêteté. Elle a tressailli mais a hoché la tête. D'accord. L'honnêteté. Je me suis penché en arrière, les bras croisés. Pourquoi? Ses lèvres tremblaient. Parce que j'étais égoïste. J'ai pensé que te laisser la prouverait quelque chose. Et puis j'ai paniqué. J'ai menti. Et au moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. Trop tard? Tu as eu 10 ans. Elle a baissé les yeux. J'étais une lâche. Je me suis convaincu que tu étais mieux sans moi. Mais je n'ai jamais arrêté de chercher. Je me déteste pour ça, Chloé. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je ne peux pas vivre sans au moins te dire en face, je suis désolé. J'ai regardé le mot, désolé, suspendu dans l'air entre nous.
Aucun ton imaginaire n'a jamais guéri la blessure. Sais-tu ce que ce jour m'a fait? J'ai demandé doucement. Sais-tu ce que c'est de s'asseoir sur un banc jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et de réaliser que personne ne revient? De passer par des foyers d'accueil, de s'engager dans l'armée parce qu'au moins leur abandon avait un uniforme. D'enterrer des amis qui étaient plus une famille pour moi que tu ne l'as jamais été. Elle a sangloté plus fort. Tu veux de l'honnêteté? J'ai poursuivi. Voici l'honnêteté. J'ai survécu sans toi. Je suis devenue plus forte sans toi. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Et je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Ses épaules se sont affaissées. Je comprends, a-t-elle dit. Si me haïr est ce qui te maintient entière, alors je l'accepterai. J'ai secoué la tête. Tu ne comprends pas. Je ne te déteste plus. La haine demande de l'énergie. Ce que je ressens maintenant c'est rien. Tu n'as pas assez d'importance pour que je te déteste. Cela l'a brisé plus que des cris ne l'auraient jamais fait. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, ne ferme pas la porte pour toujours. Mais la vérité, c'est que je l'avais déjà fait. J'ai terminé mon café, je me suis levé et j'ai posé quelques billets sur la table. C'est tout, Sophie. Tu as eu ta chance. Tu l'as gâché. Sa main s'est tendue, saisissant mon poignet. J'ai arraché mon bras. Sa voix s'est brisée alors qu'elle murmurait « Je t'aime ». J'ai croisé son regard. C'est ton fardeau. Pas le mien. Et je suis sorti. L'air frais m'a frappé le visage, vif et pur, comme une remise à zéro. À chaque bloc que je mettais entre moi et ce café, le poids glissait de mes épaules. Ce qui restait, c'était la clarté. Je n'avais pas besoin de sa clôture. J'avais déjà fermé ce chapitre au moment où j'avais construit une vie sans elle. Cette histoire, ce n'est pas celle de la fille abandonnée. C'est l'histoire de la femme qui a refusé de laisser ce moment la définir. La trahison ne m'a pas détruite, elle m'a sculptée. Elle m'a forcé à prouver que ma valeur ne dépendrait jamais des choix de quelqu'un d'autre. Chaque épreuve, chaque perte, n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai trouvé ma famille sous un drapeau, dans la sueur et le sacrifice partagé avec ceux qui ne m'ont jamais laissé tomber. J'ai trouvé la force en moi-même, une force que je n'aurais jamais découverte si je n'avais pas été poussé au-delà de mes limites. Et finalement, j'ai trouvé la paix, non pas en pardonnant, mais en coupant les ponts avec un passé qui ne méritait plus de place dans mon avenir. L'absence de ma sœur a creusé une blessure, c'est vrai. Mais ma vie a rempli ce vide avec de la résilience, de la discipline, et un but plus grand que moi. La vraie vengeance, je l'ai appris, ce n'est pas la colère. Ce n'est pas le ressentiment. C'est de construire une vie si pleine, si forte, que personne ne pourra jamais vous l'enlever. Et c'est ça, l'histoire que je porte aujourd'hui. Non pas celle d'être laissé pour compte, mais celle d'avancer, plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la force de la résilience, laissez un commentaire ci-dessous. Quelle a été la partie qui vous a le plus marqué? N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent entendre ce message.